ici pour cette conférence qui met face à face la CGT, syndicat très important de notre paysage syndical français, et la question du colonialisme qui ne l'est pas moins dans le paysage d'une puissance impériale comme celle de la France, qui, à l'égal de l'Angleterre, a eu un empire colonial considérable et donc a confronté à un moment donné les citoyens à la question du colonialisme. Et il est évident que, à la fois, les historiens, les sociologues et les anthropologues ont, évidemment, et les politologues, mais ça c'est une catégorie, une classe nouvelle, je ne suis pas habituée à cette classe, ont à se trouver là, auraient à se trouver là, avec nous, pour cette conférence. Cette conférence, elle retentit de façon particulière pour moi, aujourd'hui, et pour nombre d'entre nous peut-être également. Je suppose que nombre d'entre nos adhérents, ici présents, ont vécu l'arrivée dans leur salle de classe à chaque problème informatique de quelqu'un qui était notre Dieu à tous, notre Dieu informatique à tous, puisque c'est lui qu'on invoquait chaque fois qu'il y avait un problème informatique. Et je veux parler de Brahim, Brahim Udrik, dont je parle aujourd'hui au passé, à l'imparfait, et ça m'est très douloureux de parler de lui à l'imparfait, puisqu'il nous a quittés ce week-end, et que nous avons à faire face désormais à son absence. Nombre d'entre nous connaissaient bien Brahim Udrik, partager avec lui, à défaut de partager la cigarette en ce qui me concerne, un café au lait, un déjeuner, quelques moments de bavardage, et Brahim était notre vie à tous depuis que nous sommes dans cette université, puisqu'il était arrivé en 1990, en provenance du Maroc, qu'il y a exercé les fonctions d'informaticien jusqu'à ce dernier lundi, où il n'est pas venu travailler et où, connaissant tous son assiduité au travail et son souci du service, nous nous sommes inquiétés. Et cette inquiétude, malheureusement, a été évidemment le moment le plus terrible de notre semaine. Je voudrais dédier cette conférence qui confronte le syndicalisme et le colonialisme à Brahim Udrik. Merci. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'UTLA et de l'Institut CGT d'Histoire sociale des Pyrénées-Atlantiques. Il y a encore quelques personnes qui arrivent, c'est parfait. On commence juste. Donc, je voudrais tout d'abord très rapidement vous présenter, parce que beaucoup ne connaissent pas l'Institut d'Histoire sociale CGT du département. Nous sommes des passeurs de mémoire. Nous travaillons sur l'histoire du mouvement ouvrier et sur l'histoire du syndicalisme, et plus particulièrement sur celle de la CGT. Le 23 septembre dernier, la CGT a eu 130 ans. Elle est née en 1895, 130 ans. C'est un beau parcours, pas toujours facile. Et puis le 4 octobre dernier, nous avons également célébré les 80 ans de la sécurité sociale. Notre conquis social le plus précieux, qu'il va falloir bien défendre. Et puis l'an prochain, ce seront les 90 ans du Front populaire et de la grève générale de 36. On est donc dans des périodes d'anniversaire qui nous replongent au cœur de notre histoire. Alors, mettre en lumière notre histoire, à la fois nos succès, mais aussi nos difficultés et nos défaites, c'est une vie. C'est la possibilité ensuite de tirer des enseignements utiles pour mieux comprendre l'actuel et réfléchir aux défis de demain. Et c'est le travail que nous menons au sein de l'Institut, aider les plus jeunes générations, aider les militants à s'emparer de l'histoire pour mieux la comprendre, de façon à en tirer des leçons intéressantes pour appréhender les tâches d'aujourd'hui et réfléchir à tous les défis qui s'annoncent, et ils ne sont pas simples. Alors notre institut
édite chaque trimestre une revue qui s'appelle Pyrénées 64 en lutte. Nous avons un site, vous allez sur IHS 64, vous rentrez dans notre site qui est régulièrement actualisé et vous pourrez voir nos activités, des visioconférences, des articles. Je vous invite à aller sur le site et vous verrez aussi que, et c'est normal, dans un institut d'histoire sociale, on travaille beaucoup sur les archives, parce que sans archives, il n'y a pas d'histoire, et ça fait partie aussi d'un travail important. Je dis souvent, pour savoir où l'on va, il faut toujours se souvenir d'où l'on vient. Et c'est une question importante, et c'est pour ça que vous avez déjà vu notre stand, et je vous invite à la fin de la conférence à repasser sur notre stand. Il y a des livres très intéressants, y compris le livre d'Alain Rouchiot sur la CGT face à la guerre d'Indochine, et d'autres livres, une brochure sur la Sécu. Venez sur notre stand, vous verrez qu'il y a beaucoup de livres, et nous menons la bataille de la lecture. On disait avant l'éducation populaire. La bataille de la lecture aujourd'hui, elle est très importante. Je veux vous dire aussi que l'Institut d'histoire sociale, il est pleinement CGT, il est en autonomie de travail, et il est ouvert à des gens qui sont passionnés par l'histoire sociale, qui partagent nos valeurs, et qui ne sont pas forcément à la CGT. Nous avons en notre sein des camarades de la FSU, mais quelqu'un aujourd'hui, jeune ou en retraite, passionné par l'histoire sociale, qui partage le goût de l'histoire du mouvement ouvrier et du mouvement syndical, il a parfaitement sa place dans notre institut, et je les invite à venir nous voir, à en discuter. L'adhésion annuelle est à 17 €, c'est très modeste, ça vous permet de participer à nos réunions, à l'Assemblée générale. Et donc, plus que jamais dans la période que nous traversons, il nous revient de nous occuper de notre propre histoire. Parce que d'autres voudraient s'en occuper à notre place pour mieux la dévoiler. Et donc, nous travaillons sur notre histoire. J'ai toujours plaisir à rappeler une phrase de Howard Zinn, qui fut un écrivain américain qui a écrit de très belles pages sur le mouvement ouvrier américain, et qui était également un sociologue. Et Howard Zinn a dit « Tant que les lapins n'auront pas d'historien, les chasseurs feront leur histoire. » Eh bien, ceci explique fortement pourquoi nous existons et pourquoi nous voulons nous occuper de notre propre histoire, non pas pour l'enjoliver, absolument pas, mais pour dire en partant des faits, voilà ce qui s'est passé, et en tirer des enseignements importants. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. La CGT face au colonialisme, Alain vous l'expliquera, ce ne fut pas un long fleuve tranquille. C'est toute une histoire. Et pour en parler ce soir, nous avons la chance d'avoir parmi nous un historien, un chercheur, un ancien journaliste et un écrivain qui a consacré beaucoup de sa vie au colonialisme. Et je vous remercie d'accueillir chaleureusement Alain Rouchiot. Alors Alain, merci de ta venue. Notre institut, on y avait réfléchi depuis un moment et on voulait absolument aborder cette page de notre histoire, qui est une page importante. La lutte contre le colonialisme, ça a toujours été aussi la bataille pour la paix. Et la bataille pour la paix, elle est dans l'ADN de la CGT. C'est la paix en Indochine, c'est la paix au Vietnam, c'est la paix en Algérie, c'est la paix partout dans le monde par rapport à toutes les guerres, y compris en Ukraine, qui se développent aujourd'hui. Et puis, c'est aussi la paix à Gaza, Free Palestine. Le peuple palestinien subit un génocide face à la politique colonialiste de Netanyahou et de son soutien. Et je veux ici réaffirmer la totale solidarité de la CGT avec le peuple palestinien. La question du colonialisme est au cœur de l'histoire du mouvement ouvrier syndical. Alors Alain, c'est à toi, tu as la parole. Merci Alain. Désolé, on est à peu près du même âge, donc très vraiment avec pas beaucoup d'imagination. Mais bon, donc nous revendiquons. Alors, d'abord merci, et en même temps
j'attire votre attention, vous auriez peut-être pas dû applaudir avant, parce que c'est qu'on jamais ce qui se passera après. J'ai confiance. On se lance. Alors effectivement, cette CGT est une vieille dame, mais une vieille dame vigoureuse et combative, qui a 130 ans cette année. Je ne me rappelle plus de la date égale du congrès de Limoges. 23 septembre. Ah bon, voilà. 23 septembre, donc on est vraiment à 130 ans et quelques mois. Et l'intention que j'ai, c'est d'attirer votre attention sur un aspect particulier qui est globalement l'internationalisme et l'une des composantes de l'internationalisme, à savoir l'anticolonialisme. Et effectivement, j'aurais pu donner comme sous-titre à la conférence ça n'a pas été un long fleuve tranquille, et je vais essayer d'en faire la démonstration tout en montrant bien sûr les grandes heures de la lutte anticolonialiste. Alors, 95, on est, donc au moment où la CGT est créée, on est à un moment où une grande partie de l'empire colonial français est déjà mise en place. À savoir, je ne vous rappelle pas tout, l'Algérie, d'une part les îles à sucre, les îles à sucre de la première colonisation, qui est ce qu'on appelait la traite négrière, chronologiquement, l'Algérie, la Tunisie, l'Indochine, une grande partie de l'Afrique subsaharienne, etc., la Tunisie algérienne, le Maroc viendra après, 1912. Donc, à ce moment-là, on aurait pu penser que cette CGT avait déjà un œil ouvert sur la question coloniale. Or, il se trouve que cette CGT, on parle avant 1914, pour l'instant je vais faire une progression chronologique très simple. Avant 1914, la CGT a d'une façon générale, le mouvement ouvrier, a une attention tout à fait, on va dire, distendue, je recherche la formule, une attention distraite et intermittente à la question coloniale. Un de mes collègues a fait un recensement de tous les congrès qui ont eu lieu, il y en a eu 32, les congrès ouvriers de 1886, donc un petit peu avant la naissance de la CGT, jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale. 32 congrès, et il a cherché à quel moment ces congrès s'intéressaient à la question coloniale. Il a trouvé 2 points au milieu de plein d'autres ordres du jour. 2 points. Ça tient, c'est une chose que vous savez certainement, ça tient au fait que la première CGT, celle qu'on peut appeler dans 1914, se revendique absolument de l'apolitisme. Les luttes politiques, c'est une chose, en particulier la jeune SFIO à l'époque, Parti socialiste SFIO créé en 1905. La politique, c'est une chose, les luttes sociales, c'est une autre, et il ne faut pas, en quelque sorte, abîmer les luttes sociales par des calculs politiciens. C'est la charte d'Amiens, en 1906, c'est vraiment le refus de tout engagement politique. Donc, la question coloniale leur apparaît comme une question secondaire. On passe tout de suite à la guerre mondiale, au cours de laquelle il n'y a pas beaucoup de la possibilité pour la CGT de s'exprimer, en dehors même, sur mon sujet en tout cas, bien sûr, elle s'exprime sur l'Union sacrée, elle s'exprime sur un certain nombre d'autres choses. Mais on arrive donc à immédiate après Première Guerre mondiale. Il va y avoir un phénomène que vous connaissez forcément, c'est la rupture au sein du monde syndical, qui est en quelque sorte un copier-coller avec la rupture au sein du monde politique. Le monde politique, congrès de Tours, je vous rappelle, Révolution d'octobre 1917, fondation de l'Internationale communiste 1919, congrès de Tours 1920, les forces de gauche se séparent en deux, avec Léon Blum qui va dire qu'il va garder la vieille maison, c'est-à-dire le Parti socialiste, et une partie majoritaire des socialistes, et il va fonder le TCF au congrès de Tours. Sur cette lancée, donc, la rupture est très brutale. Il va y avoir un antisocialisme très virulent de la part des communistes et un anticommunisme très virulent de la part des socialistes. Donc la rupture est brutale. On va retrouver la même chose dans le monde syndical avec la scission avec ce qu'on a appelé la CGT-U. Donc il y a une CGT maintenue qui est dirigée, on peut qualifier de social-démocrate si vous voulez, la CGT maintenue, et la CGT-U, CGT unitaire, qui va être dirigée par des syndicalistes révolutionnaires issus
souvent issus du Parti communiste français, par exemple des gens comme Gaston Monceau, sont parmi Benoît Frachon qui est plus jeune mais qui va venir très vite sur cette mouvance également. Donc cette première, ça m'arrive souvent, je suis désolé. Cette première session va avoir, les deux organisations vont avoir à s'interroger et à agir à propos d'un premier grand mouvement, c'est la guerre du Rif. Tu as parlé tout à l'heure des anniversaires, on peut dire on célèbre en ce moment le centenaire de la guerre du Rif, 1925. Alors la guerre du Rif, je vais très vite. À l'époque, le Maroc, qui est donc sous protectorat depuis 1912, le Maroc est sous double protectorat. Au nord, l'Espagne, au sud, ce qui correspond au Sahara occidental aujourd'hui, qui fait beaucoup de bruit, l'Espagne, et au centre, ce qu'on appelle le Maroc utile, la France. Il va y avoir un patriote, on ne peut même pas dire marocain d'ailleurs, rifin dans un premier temps, le Rif c'est l'extrême nord du Maroc, qui va se soulever, qui s'appelle Abdelkrim, et qui va donc lever l'étendard de la révolte et tenter d'implanter une république du Rif. Face à cela, la quasi-totalité. Alors, d'abord les réactions d'État. La réaction d'État est simple, c'est frapper. Frapper, c'est une vieille tendance colonialiste. De toute façon, dès qu'il y a un mouvement populaire, la répression est la seule réponse. Donc, l'armée française et l'armée espagnole vont s'associer, 200 ou 300 000 soldats en armes contre la République du Rif, et vous allez tout de suite voir les grimaces de l'histoire. Celui qui va diriger l'armée française dans le Rif, c'est Philippe Pétain, qu'on n'appellera pas le maréchal par sens. Philippe Pétain, et celui qui va pas diriger, mais qui va être l'un des dirigeants de l'armée espagnole, c'est Franco. Donc vous voyez, là déjà, ça dit plus d'un jour. Bon, je suis obligé de passer là-dessus parce que ce n'est pas le cœur du sujet, mais par contre, le cœur du sujet, c'est la réaction. Alors la réaction du monde politique, la réaction du monde syndical, elle est à peu près la même. Le monde politique, donc du côté, disons, de ce qu'on peut appeler l'extrême gauche, c'est-à-dire PCF, CGT-U, il y a déjà à l'époque l'ARAC, qui a été fondée par Henri Barbusse, l'association républicaine des anciens combattants, qui est une association très à l'extrême gauche à l'époque, vont dénoncer la guerre du Rif et vont organiser une grève. Ça va être la première grande grève, et je suis obligé de constater que finalement, au XXe siècle, il y en a une seule de cette nature. La première grande grève anticolonialiste de l'histoire qui va rassembler 400 000 grévistes. Mais il faut bien voir ce que ça représente, 400 000 grévistes. C'est une époque également où les grévistes risquent d'être mis, d'ailleurs il y aura eu beaucoup de licenciements, risquent énormément. Et donc ça va être vraiment un très beau moment d'internationalisme. D'autant plus que ça va avoir une autre valeur symbolique, à savoir l'union avec les intellectuels anticonformistes et les intellectuels radicalisés que sont les surréalistes. C'est le moment où André Breton, Aragon, Éluard, Pierre Unique, enfin des gens comme ça, Michel Léris, vont s'associer au mouvement ouvrier français pour soutenir, il va y avoir une sorte de cheminement en commun, en gros de la guerre du Rif 1925 jusqu'au début des années 30. Pendant toute cette période, il va y avoir une sorte de cousinage, et d'ailleurs certains, Breton, Aragon et Éluard vont adhérer au PCF, Aragon va y rester, les autres vont partir, on va d'ailleurs souvent les aider à partir, parce que c'était également des pratiques de l'époque. En tout cas, voilà, c'est la deuxième valeur symbolique. Alors là, la manette, j'en reviens. Alors, cette protestation va être l'objet d'énormément de répression. Il va y avoir des centaines de militants de la CGTU qui vont être licenciés, des emprisonnés, et parmi les emprisonnés, il y avait une sorte de comité regroupant, unifiant les différentes associations que j'ai citées, qui va s'appeler le Comité d'action contre la guerre du Rif. Et son président s'appelle Maurice Thorez. Il est très jeune, c'est la première fois qu'il apparaît dans l'histoire, et il aura le destin que vous connaissez. Oui, donc voilà, c'est pour parler très rapidement de ce moment.
mais il faut bien voir vraiment ce que pouvait représenter faire grève dans les années 20 à cette époque. Ça ne veut pas dire que c'est un sujet complètement gagné. Et donc je cherche, oui voilà, 165 militants emprisonnés, vous voyez, donc pratiquement tous les dirigeants de la CGTU, 263 qui sont poursuivis, et donc des sections syndicales de la très jeune CGTU, elle a 4 ans à l'époque, pour être décapitée. Alors, cela veut-il dire que l'internationalisme a été immédiatement explosé au sein de cette CGTU, et on arrive ici à une première contradiction, c'est le fait que l'anticolonialisme n'a pas été forcément spontané, n'a même pas été spontané du tout, et qu'il a été le fruit en permanence d'un combat. Citation du journal L'Humanité, j'ai oublié la date, mais en tout cas 25-26, le patronat cultive la haine des ouvriers français contre les indigènes des colonies. Et il réussit souvent. De l'incompréhension à l'hostilité, il n'y a qu'un pas, et on voit déjà chez certains adhérents de la CGTU des réflexes racistes. J'ai retrouvé par exemple un syndicaliste de la CGTU qui s'était vanté, un syndicaliste de Bouches-du-Rhône, qui s'était vanté d'avoir jeté, excusez-moi l'expression, des bicots dans le Vieux-Port. Pour une raison qui aujourd'hui peut paraître absolument scandaleuse, dans l'esprit de ce militant qui s'exprime, mais dont la prose apparaît dans la presse de l'époque, dans la vie ouvrière existe déjà à l'époque. Dans la vie ouvrière, c'est l'idée que les premiers immigrés maghrébins qui arrivent en France sont des briseurs de grève. Et ils sont utilisés comme cela. Ce n'est pas seulement l'idée des ouvriers, c'est le patronat qui organise l'arrivée des premiers ouvriers migrants venus du Maghreb. Il y a une sorte de processus de prise de relais en quelque sorte, jusqu'à la fin du XIXe siècle. Les briseurs de grève, considérés comme tels, mais ils ont une masse quand même importante, ce sont les Italiens. Vous voyez la chasse aux Italiens à Aigues-Mortes en 1896, je crois. Et progressivement, les Italiens vont se syndiquer et le patronat va se dire qu'il faut trouver d'autres briseurs de grève. Et la première fois que des ouvriers, qui sont d'ailleurs kabyles, arrivent en France, c'est avant 1914, pour briser une grève d'ouvriers sardiniers dans la ville de Marseille. Vous voyez, donc on retrouve Marseille. Je passe rapidement sur ces périodes, mais enfin, c'est un phénomène qu'il faut avoir en tête parce que finalement, ça va être une permanence de l'histoire du mouvement syndical français. 1935, réunification des deux CGT. Pourquoi réunification? Parce qu'on est dans le grand élan qui précède le Front populaire. Donc c'est une période où les partis de gauche qui s'étaient déchirés à belles dents, on peut dire même, pendant tout l'entre-deux-guerres, s'aperçoivent qu'il faut absolument, et ça va peut-être nous rappeler un certain nombre de choses sur la vie de la France de 1925, qu'il faut que les partis de gauche s'unissent, parce qu'il y a dans les fascistes. Dans les fascistes, ce n'est pas une illusion de l'esprit. Pour rappel, 1922, Mussolini en Italie, 1933, Hitler en Allemagne, 1936, 39, Franco en Espagne, et puis en France, le mouvement fasciste est très fort. Donc il faut se unir contre ce mouvement. Je vais vite pour expliquer que alors, le PCF et la CFO vont pas se réunifier, mais vont avoir un discours commun pendant toutes les années du Front populaire. Par contre, les deux centrales syndicales vont se réunifier, et donc il va y avoir une réunification sous le nom de CGT réunifié. Alors, cette CGT réunifiée va avoir à faire un certain nombre de choses et avoir la gloire de mener les grandes luttes du printemps 1936, les conquêtes du Front populaire.
On passe sur les périodes et on en arrive immédiatement en Seconde Guerre mondiale, même chose. La CGT, elle, cette fois-ci, est véritablement du bon côté, puisque, comme vous le savez, Louis Saillant, qui était le dirigeant de la Fédération syndicale, enfin, qui a été par la suite dirigeant de la Fédération syndicale mondiale, qui est donc Louis Saillant est un militant de la CGT de haut niveau, va être membre du Conseil national de la résistance. Je passe sur cette période, c'est un petit peu hors sujet. 1945, beaucoup de gens en France se disent nous arrivons vers, c'est le fameux thème du programme du CNR, les jours heureux. Les jours heureux, effectivement, il y a une sorte de grand enthousiasme dans la société française en 1945, avec la perspective d'une évolution démocratique de la France, etc. Mais 1945, c'est également le début d'un phénomène absolument abominable qu'on appelait la décolonisation tragique. De 1945 à 1962, la France tous les dirigeants de la France de 1945 sont tous des résistants authentiques. Hein. De Gaulle, je lui reprochais plein de choses par ailleurs, mais c'était un résistant authentique. Georges Bidault, qui était président du CNR, après Jean Moulin, était un résistant authentique. Les socialistes, les communistes étaient des résistants authentiques. Donc, tous ces gens-là sont pleins de bonne volonté. Mais ils ont quand même oublié un détail, avec les guillemets nécessaires, c'est l'empire colonial. Et donc, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, pour eux, ne concerne pas les colonies. Regardez le programme du CNR, qui est là aussi magnifique, hein, gloire à nos anciens, mais il y a 3 lignes sur les questions coloniales. Amélioration du sort des populations colonisées, démocratisation, indépendance, ça leur échappe complètement de l'esprit. Et il y a un petit bonhomme à Barbiche qui va venir semer la zizanie, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, le 2 septembre 1945, proclame l'indépendance du Vietnam et ne décide pas la guerre avec la France, décide si vous nous accordez l'indépendance, on pourra avoir des relations harmonieuses. La France coloniale oublie complètement cette main tendue et enclenche la guerre. Donc, de septembre 1945 à mars 1962, fin de la guerre d'Algérie, la France est en guerre contre ses anciennes colonies. Et donc, revenons à notre sujet. Premier aspect, la lutte contre la guerre d'Indochine. La lutte contre la guerre d'Indochine va être, je dirais, la deuxième grande vague honorable et même magnifique du mouvement syndical contre une guerre coloniale. Les militants vont être extrêmement actifs avec cet aspect particulier qu'il faut toujours avoir en tête, et peut-être les moins jeunes dans la salle s'en souviennent, c'est l'époque de la guerre froide. C'est l'époque où, à certains moments, on est au bord de la Troisième Guerre mondiale. Il ne faut pas oublier ça. Il y a une agressivité, moi je continue à dire que c'est l'agressivité essentielle de l'impérialisme américain contre le monde socialiste. Il y a cette agressivité qui fait qu'on est vraiment à plusieurs reprises, à 2 doigts d'une Troisième Guerre mondiale. C'est le titre d'un éditorial d'Hubert Godbery dans Le Monde en 1952, vers la troisième, en interrogation, guerre mondiale. Donc on en est évidemment la guerre d'Indochine a cette particularité, c'est que tous les dirigeants de ce qu'on appelait le Viet Minh, hein, c'est la République démocratique du Vietnam, sont des communistes, à commencer par Ho Chi Minh, qui est un communiste historique, qui avait été membre fondateur du PCF, au congrès, je vous le rappelle. Et Ho Chi Minh, un petit retour en arrière, avait un pseudonyme avant de s'appeler. Enfin, Ho Chi Minh était également un pseudonyme, mais on a eu une cinquantaine dans sa vie. Son précédent pseudo, c'était Nguyen Ai Quoc, ça veut dire Nguyen qui aime sa patrie. Et vous retrouvez, si vous recherchez, je crois que d'ailleurs c'est numérisé sur le site de la Bibliothèque nationale, si vous recherchez d'anciens numéros de la vie ouvrière, eh bien, Nguyen Ai Quoc a été donc journaliste à la VO, en quelque sorte. Donc voilà, bon, je reviens à 1945. 1945, la France a le choix, et la France choisit la guerre. Et donc, la protestation va être extrêmement forte. Alors, pas par ordre d'honneur, mais en tout cas en vrac, les dockers. Les dockers vont refuser de charger des armes dans les bateaux à destination de l'Indochine. Mais essayez
imaginez ce que ça peut signifier refuser de charger les armes. Ça signifie renoncer à des salaires. Les dockers étaient très très peu payés, c'était vraiment la partie la moins prestigieuse de la classe ouvrière. Ça signifie perdre beaucoup d'argent. Ça signifie voir ses enfants avoir faim. Le Secours populaire à l'époque va organiser des réceptions d'enfants des dockers parce qu'ils risquaient tout simplement, pas de mourir de faim, mais en tout cas d'avoir des dizaines considérables. Le Secours populaire va aller chercher des enfants de dockers pour les nourrir et les envoyer dans les familles de paysans qui leur donneront de la viande et des légumes. Donc c'est ça le sort actuel. Les métallurgistes, les cheminots, il y a un exemple célèbre d'une femme, c'est peut-être un nom que vous avez encore en tête, qui s'appelait Raymond Dien, D-I-E-N, Raymond Dien. Raymond Dien était militante communiste, membre de ce qu'on appelait l'UJFF, l'Union des jeunes filles de France, une branche de la JC. Elle s'est couchée devant un train qui était chargé d'armes à destination d'Indochine. Alors c'est symbolique, elle n'a pas bloqué le temps pendant toute la guerre, mais à titre symbolique, ça a été, évidemment, les militants se servaient de l'exemple de Raymond Dien pour faire de la propagande, pour faire connaître d'une façon humaine, si vous voulez, son cas. Henri Martin, c'est peut-être un nom que vous connaissez aussi. Henri Martin, lui, était un soldat, il s'était engagé en 1945, un ancien, il était entré dans les FTP, un franc-tireur et partisan, à 17 ans. Et donc, à 19 ans, on lui dit la guerre avec l'Allemagne est finie, mais il y a la guerre avec le Japon, il s'engage. Et il s'aperçoit sur place que ce n'est pas la guerre avec le Japon, c'est avec le Vietnam. Et donc, il va refuser, non pas refuser la guerre, mais il va faire de la propagande à l'intérieur de l'armée, ce qui est évidemment totalement interdit, et il va se faire prendre, il va passer 3 ans en prison. Il y aura une campagne absolument considérable à laquelle participeront énormément les militants de la CGT, et en particulier, je reviendrai après sur les noms, énormément les combattants de la CGT. Et donc, là aussi, la répression va être très forte, puisque, alors d'une part, le pouvoir va frapper à la tête. Alain Leléa, c'est peut-être un nom que vous avez oublié, et pourtant, il a été secrétaire général de la CGT. Pendant la période de la guerre froide, il y avait 2 secrétaires généraux. Pour une raison que je ne sais pas comment ça s'est organisé, en tout cas, c'est le cas. Il y avait Benoît Frachon, un nom que vous connaissez, mais également Alain Leléa. Alain Leléa, qui est secrétaire général de la CGT, va aller en prison. Il va aller en prison. Lucien Molino, qui est un autre dirigeant. André Tollet, c'était le président du comité parisien de libération. C'est lui qui a organisé la lutte contre les nazis pendant les journées d'août 1944 à Paris pour jeter dehors les nazis. Et bien André Tollet, qui a continué à militer par la suite, et le dirigeant de la CGT, a été en prison. Un résistant de la plus haute... Bon, voilà. Et puis les sections syndicales, à certains congrès de la CGT de l'époque, il y a une liste que je n'ai pas ramenée ici, une liste tout simplement des militants par centaines qui ont été licenciés. Et licenciés à l'époque, ça voulait dire également avoir une étiquette de rouge. Et donc, pour retrouver un travail, c'était beaucoup plus difficile. Donc voilà, cette période, et certaines sections de dockers de la CGT vont être décapitées. Par exemple, dans les 2 plus grands ports où il y avait des bateaux qui partaient pour l'Indochine, La Rochelle, La Pallice et Marseille, les sections syndicales ont été décapitées. Les militants syndicaux rentraient clandestinement sur le port parce que le port était plein de CRS, plein de mouchards, et donc tous ces gens-là ont été vraiment mis en grande difficulté. On arrive maintenant. On arrive maintenant donc à la guerre d'Algérie. Alors la guerre d'Algérie, il faut tenir compte de plusieurs choses. Première affirmation, c'est que, je trouve que c'est tout à fait, c'est tout à fait à l'honneur de la CGT. La CGT a été extrêmement rapide dans sa réaction. Là, j'ai besoin de vous lire mes notes parce que il faut être très précis. En mai 1955,
Donc la guerre d'Algérie commence le 1er novembre 1954. Mai 1955, le périodique Le Peuple, qui était lu essentiellement par les militants, par les cadres, citation, des Algériens qui ne demandent qu'à vivre librement dans leur pays meurent, le chemin de l'indépendance est jonché de victimes du colonialisme. La vie ouvrière, 5 juillet 1955, les travailleurs de France exigent le respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, y compris leur droit à une complète indépendance. En février 1956, une brochure signée d'Alain Leléal, dont j'ai parlé, affirme « L'Algérien se bat pour l'indépendance de l'Algérie. Les Algériens ont le sentiment que c'est l'indépendance et l'indépendance seule qui leur donnera la plénitude de leurs droits. » Donc déjà, c'est répondre à un mauvais procès qui est fait, qui est de dire que la CGT n'a pas parlé d'indépendance, elle en a parlé dès 1955. Alors, une fois qu'on a dit ça, quelle était la capacité d'entraînement? Et là, on arrive à un vrai problème. Essayons ensemble, peut-être les moins jeunes dans la salle s'en rappelleront, essayons ensemble de voir quel était l'état d'esprit des Français moyens. Les Français moyens, en 1954, quand commence la guerre d'Algérie, en 1954, pensent que l'Algérie, c'est la France. C'est simple. On leur a dit ça, on l'a dit ça à leurs grands-parents, on l'a dit ça à leurs parents, ils l'ont appris sur les bancs de l'école, ils le lisent toutes les semaines sur Paris Match. L'Algérie, c'est la France. Et les deux principaux dirigeants de la gauche française, de la gauche non communiste française à l'époque, Pierre Mendès France et François Mitterrand, sont au gouvernement. Pierre Mendès France est président du Conseil et François Mitterrand est ministre de l'Intérieur. Que disent-ils? Mendès France dit l'Algérie c'est la France. Mendès France, aujourd'hui il y a toute une partie de la gauche qui en fait un petit peu son modèle en quelque sorte, ou certains, puisque ça va vous faire sourire, certains ont même dit que Bayrou était le nouveau Mendès France. Je savais bien que vous seriez joyeux avec en tout cas, Mendès France, moi, c'est pas quelqu'un pour qui j'ai une admiration phénoménale pour ce que je vous ai dit et pour la guerre d'Indochine, on regardera si vous voulez. Donc, Mendès France dit l'Algérie, c'est la France. François Mitterrand, qui n'est pas socialiste à l'époque, je vous rappelle, mais bon, est-ce qu'il a été un jour? François Mitterrand, ministre de l'Intérieur, dit la seule négociation, c'est la guerre. C'est ça, et lorsqu'il dit ça, il dit ce que pensent beaucoup de Français, disent pourquoi les Algériens, puisque l'Algérie c'est la France, pourquoi ils se révoltent? Est-ce qu'il y a une révolte dans les Deux-Sèvres? Est-ce qu'il y a une révolte dans l'Orthe-et-Modène? Non, c'est des départements français, donc basta. C'est pas caricatural ce que je vous disais. Moi, j'ai fait beaucoup de témoins, et puis encore une fois, s'il y a des gens qui avaient 20 ans à l'époque qui veulent en témoigner, on pourra en discuter. La presse est quasi unanime à dénoncer, vous savez, ce qu'on appelle l'effet de la Garde. L'effet de la Garde, c'était le nom qui a été donné aux patriotes algériens. Toute la presse, bon, la preuve, il n'y avait pas la télé, mais les preuves, il y avait peu de télé, mais les premières radios, c'était ce discours-là. Regardez également, vous avez le site de l'INA, Institut National de l'Audiovisuel. Sur le site de l'INA, il y a beaucoup d'actualités de l'époque qui sont reprises. C'est véritablement un discours. Nous sommes dans notre bon droit, nous avons en face de nous des sauvages, les Algériens nous aiment, malheureusement ils ont des brebis galeuses, c'est exactement cette chose-là. Troisième aspect, et là je sais que je ne vais pas vous surprendre, le racisme. Le racisme anti-arabe est extrêmement puissant et extrêmement ancien. Quand je vais des fois devant des lycéens ou des collégiens, ils me disent « Monsieur, est-ce que c'est Le Pen qui a inventé le racisme ?» Alors, c'est pas Le Pen. Le racisme est pratiquement aussi ancien qu'il y a des contacts entre le monde dit catholique, enfin chrétien, et le monde dit musulman. Regardez les croisades. Par exemple, relisez, pour ceux qui ont eu la garde des Michards entre les mains, la bataille de Roncevaux. Vous vous rappelez, le pro Roland contre les fourbes sarrasins, 778. Qui sont basco-navarrais en fait. Ils sont basco-navarrais. Ah oui, voilà. Donc c'était vous les barbares, alors c'est les mêmes. En tout cas, non mais, les entrées de Mazapart, moi quand j'étais en
sixième, j'ai vu ça, c'était les méchants sarrasins. Et il n'y avait pas un sarrasin, c'était, comme vous dites, des bateaux. Merci. Donc, je suis en terrain de connaissance ici. Donc, voilà, tout ça, c'était pour les Français moyens, finalement, lorsqu'un militant, un militant de la CGT, avait son copain d'atelier à côté de lui, il disait, tu sais, il faut l'indépendance, il faut l'Algérie. Le copain à côté pouvait très bien avoir un frère qui était en train de combattre en Algérie, parce que tous les jeunes Français partaient, hein. Toutes les familles ont eu un cousin. Et donc, pour le Français qui n'était pas ni politisé, ni syndiqué, ni très attentif, c'est une époque où les Français allaient à l'école jusqu'à 14 ans, n'oubliez pas. Il ne faut jamais oublier tout ce contexte. Pour ces Français-là, l'arabe, c'était l'ennemi. L'arabe, c'est celui qui risquait de tuer le cousin qui était au front, ou le mari, ou le fiancé. Tout ça, voilà, tout ça, ça comptait dans le... Alors, deux anecdotes, si j'ai encore quelques minutes. Bon, alors, je vais aller très vite, mais quand même, au moins une anecdote. J'ai un... Plus de temps, nous laissons 1 heure pour les conférences. Vous avez tout votre temps. Merci. J'ai des aliens dans la salle, donc il va y avoir une lutte à la tribune. Alors, donc, deux anecdotes, merci. La première, j'ai interviewé les gens qui ont organisé la première manif contre la guerre d'Algérie. Alors, pour ceux qui connaissent Paris, la manif s'est passée rue Ménilmontant, quartier très populaire à l'époque, où il y avait des syndiqués pratiquement partout, où le PCF avait 40% des voix à l'époque, dans ce quartier, je crois. Donc, les militants, j'allais dire la gueule enfarinée, en tout cas plein de candeur, font une manif septembre 1955. La guerre était commencée depuis 10 mois. Ils m'ont expliqué tous, j'en ai rencontré plusieurs, tous les témoignages se recoupent, ils m'ont expliqué qu'ils ont pris une banderole, paix en Algérie, et ils ont commencé à descendre la rue. Et au bout de 10 minutes, ils se sont retournés, il n'y avait personne derrière eux. Il n'y avait personne derrière eux, ils se sont remis sur les trottoirs, les gens lui disaient, mais il n'y a pas la guerre en Algérie, il y a eu des événements. Le mot guerre a été dans le vocabulaire français, officiel, pardon, qu'en 1999. Avant, la presse disait les événements d'Algérie. Donc il n'y a pas de guerre. Et donc, voilà, alors la deuxième anecdote, il s'agit de mon père. Bon, vous avez peut-être constaté que j'ai un nom d'origine italienne. Mon père était très brun et avait des petites moustaches. Et j'habitais dans un quartier où il y avait une forte communauté algérienne. Mon père s'est fait arrêter 1 fois par semaine par les flics. Et il leur disait déconnez pas les gars, je suis français. Et c'était suffisant. Ah, excusez-moi monsieur, circulez. Mais les autres, eux, ils étaient arrêtés et souvent tabassés et souvent assassinés. N'oubliez pas le 17 octobre 61. Donc tout ça, c'est l'état d'esprit des Français moyens. Alors, donc, un fait pour arriver non pas à la conclusion, mais en tout cas pour donner un peu de profondeur à tout ça. En 1960, il y a dans une revue qui s'appelait La Pensée, qui était un petit peu une revue d'intellectuels, enfin d'extrême gauche, disons du mouvement marxiste, pour aller vite. Dans La Pensée, il y a 2 articles. Le premier article est fait par une sociologue qui s'appelait André Michel, qui avait fait une thèse sur les Algériens en France en 1956, donc en pleine guerre d'Algérie. Et donc, elle explique les difficultés qu'ont les Algériens dans le quotidien. Par exemple, les Algériens ne pouvaient pas utiliser les mêmes... À l'époque, il n'y avait pas forcément de salle de bain dans tous les foyers, il y avait des bains-douches municipaux. Les Algériens n'allaient pas le même jour que les autres dans les bains-douches. Les relations au travail n'étaient pas toujours très... La classe ouvrière n'était pas épargnée par ça. Donc, elle explique tout ça, elle donne plein d'exemples, elle explique justement le tutoiement, l'arrêt sans aucun motif,
le tabassage, le mépris, l'interdiction pour certains Algériens de rentrer dans des lieux publics, tout ça c'était du quotidien pour les Algériens. Donc elle explique ça. Et elle dit il faut faire quelque chose. Et il y a un jeune syndicaliste qui lui répond, qui s'appelait Henri Krasuki, il était très jeune, en 60, et il lui répond mais non, ce que vous dites est exagéré parce qu'il donne des contre-exemples. Et en quelque sorte, je dirais que la vérité de ce genre sur ce sujet, c'est un petit peu un mélange des deux. Il y a eu effectivement beaucoup d'actes de militants, en particulier, enfin, on devrait d'ailleurs, je vais vous dire un mot sur les autres syndicats quand même. En tout cas, les militants de la CGT, c'est ceux qui ont le plus agi contre, je vais même aller plus loin, c'est les seuls qui ont agi finalement. Parce que Force ouvrière et Algérie française, on n'a pas oublié tout ça, je ne dis pas, il ne s'agit pas de critiquer les militants FO d'aujourd'hui, ils sont pour rien, mais en tout cas, c'est l'histoire. Il faut regarder. À l'époque, la CFDT n'existait pas, c'était la CFTC, la Fédération française des travailleurs chrétiens. Ils étaient Algérie française. Pas par racisme, tout simplement, l'Algérie nous appartient, et puis en plus, FO disait énormément dans sa propagande, si on perd l'Algérie, ça fera 1 million de chômeurs de plus. Et on trouve ça dans le... Donc la CGT a eu ces militants de gloire qui ont véritablement eu une véritable fraternité. Les ouvriers algériens, j'en ai pas suffisamment parlé en France, à l'époque, il y en avait à peu près 400 000. Les ouvriers algériens étaient syndiqués à 85-87% à la CGT. Il n'y avait pas un seul qui était à la CFTC, ou il ne faut pas un seul. Ils étaient tous syndiqués à la 85-87%. Chez les Français, c'était combien 10-12 à l'époque. Donc, voilà. Et beaucoup de militants algériens de la CGT ont fait des initiatives communes avec leurs camarades français, ou l'inverse. Donc, vous voyez, je crois que c'est tout ça pour arriver à une conclusion, c'est que l'internationalisme et l'anticolonialisme, ce n'est pas un mouvement spontané. Ce n'est pas quelque chose qui vient spontanément et qu'il faut en permanence des militants, c'est un peu la raison d'être et l'honneur des militants, d'essayer de ramer parfois contre les idées reçues. Regardez par exemple, on peut finir là-dessus. Deux exemples pour la France. La Kanaki, moi je continue à dire Kanaki, mais pas Nouvelle-Calédonie, et Mayotte. Voilà deux cas coloniaux qui sont en France, dans la France de 2025, qui sont justifiés par tous les hommes politiques, en tout cas tous les hommes politiques au pouvoir. La Kanaki, c'est une colonie de peuplement où on a volé des terres littéralement depuis 1843, quelque chose comme ça. Depuis le 19e siècle, on a volé des terres aux Kanaks. Et aujourd'hui encore, il y a ce qu'on appelle des caldoches, ou des hommes politiques français de droite qui vont là-bas et qui disent finalement, cette terre ne vous appartient pas, c'est une terre française. Mayotte, je ne sais pas si vous le savez, mais Mayotte est le fruit d'un acte qui a mis la France hors la loi. Je vous rappelle qu'en 75, je crois, 74, il y avait les 4 îles des Comores qui avaient voté pour l'indépendance, y compris. Alors Mayotte était dans le groupe, mais Mayotte avait voté contre l'indépendance. Les Français, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé la mauvaise du parti, les 3 îles qui avaient voté l'indépendance, et ils ont gardé l'autre. Regardez toutes les déclarations de l'ONU, et là c'est pas l'extrême gauche, hein. L'ONU a condamné la France depuis 1975 pour avoir brisé une unité d'un pays. Donc, c'est comme si je l'aurais, on ne comprend pas. Et puis la dernière chose, la difficulté qu'on a actuellement tous, je pense qu'on a tous envie d'organiser des manifs pour la Palestine, mais c'est difficile. Hein. C'est difficile et la France est à la traîne. Donc les grandes traditions de l'internationalisme français, on va peut-être les retrouver. Merci.